Vulgaire et sincère épisode 3, votre ego de merde et le rapport homme-femme. J'ai une théorie à vous présenter. J'ai une théorie qui pourrait expliquer le pourquoi on n'arrive pas à s'encadrer les hommes et les femmes. Putain, on n'arrive pas à s'entendre, hein, c'est fou. On n'arrive pas à arrêter de se foutre sur la gueule. Et pourtant, on a quand même envie de baiser les uns les autres. Je trouve ça incroyable. On perpétue l'espèce, mais à reculons un peu. Bref, j'ai une théorie à vous présenter. Il se pourrait que la raison pour laquelle nous sommes tous malheureux, hommes, femmes, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'entendre, en fait, c'est à cause de notre ego de merde. Et je vais expliquer cette théorie, qui, je le rappelle, n'est qu'une théorie d'un mec de 32 ans qui vit et partage ses expériences, mais du coup, qui ne porte pas la voix de la vérité. Simplement, la voix d'une croyance momentanée. Voilà, la mienne, hein, formée par mon existence et mes expériences et mes déceptions, ouais, tout ça, tout ça, tout ça. Jingle. Il n'y a pas de jingle, donc. Alors, d'abord, on va parler un petit peu de l'ego en soi. L'ego, c'est quoi? De ce que j'en comprends, l'ego, c'est le protecteur de tes insécurités. Quand quelqu'un brosse ton ego, c'est qu'il va complimenter quelque chose qui te fait du bien. Généralement, ce qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous rassure. C'est peut-être des raccourcis que je fais là, mais en tout cas, c'est très vrai pour moi. Je prends un exemple pour que ce soit concret. Un mec par exemple, qui a peur de ne pas être assez masculin, qui a peur de ne pas être assez viril, de ne pas être pris au sérieux en tant qu'homme, il va souvent faire des efforts pour être plus masculin, hein, développer des traits masculins. Et quelqu'un qui complimente justement son côté de vrai mec, ça va lui faire du bien, ça va brosser son ego. Parce qu'en réalité, sa peur profonde, c'est que il n'est pas assez masculin. Donc le mec le plus masculin, généralement, qui fait des efforts pour l'être, bah, c'est peut-être celui qui a peur de ne pas l'être au fond. Voilà. Donc par ego, en fait, il va apparaître plus masculin qu'il ne l'est parce qu'il veut protéger sa peur profonde. Voilà. Ça, c'est ce que je comprends de l'ego. Et l'ego, on en a tous un. Donc, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui ne vivent que par ego et qui vont uniquement prendre des décisions qui vont brosser leur ego pour constamment rassurer leurs insécurités. Il y a des gens qui sont tellement traumatisés par des événements de leur vie qu'ils vivent une mort de l'ego, c'est-à-dire qu'ils se détachent de leur ego, ils en sont conscients qu'ils en ont un, mais ils ne prennent plus des décisions en adéquation uniquement avec leur ego, mais avec plus de recul. Et c'est très intéressant comme posture, je pense, parce que ça veut dire qu'on commence à vivre pour la vraie vie et pas pour la vie qui nous fait peur. Et c'est très différent, à mon avis. Donc, ce que je veux aborder maintenant, c'est comment la société façonne notre ego en tant qu'homme et notre ego en tant que femme. Donc, on va d'abord parler des hommes, parce que je suis un homme et je pense que c'est plus facile d'expliquer d'abord mon côté. Ce que je vais dire, ça va relater probablement des choses que vous avez déjà en tête et qui sont un peu des évidences, mais qui sont peut-être aussi des caricatures. Mais je rappelle que moi, je suis quelqu'un qui bouffe surtout des réseaux sociaux très régulièrement. Donc je suis abreuvé de caricatures et de points de vue extrêmes en permanence. Donc c'est difficile parfois de prendre un pas de recul et de me dire, bon, tout ça, c'est quand même exacerbé. Mais du coup, les réseaux sont aussi une aspiration collective. C'est une traduction en temps réel des points de vue les plus extrêmes du monde. Donc je pense que euh, c'est un bon vecteur, en fait, pour savoir où on en est au niveau de comment les gens pensent. Alors voilà, selon moi, la société, comment elle façonne les hommes? Eh ben, elle nous façonne comme des rôles de protecteurs. C'est-à-dire que l'homme, son point de vue masculin, c'est qu'il doit être viril, il doit avoir de l'argent, il doit être tellement en phase en ses émotions en fait qu'il est un roc presque froid, c'est-à-dire en contrôle total. Ça, c'est l'image d'un homme en qui on a envie de poser sa confiance, en qui c'est un homme qui nous protège en fait. Voilà, c'est un peu le rôle construit de la société de l'homme tel qu'il est. Ce qui veut dire que quand on commence à adhérer à cette image-là de l'homme, mais qui est perpétrée par un paquet de trucs, hein, c'est autant dans le cinéma, par exemple, que dans les rôles et dans le travail, on voit que les métiers qui sont plutôt à risque et qui sont plutôt physiques, bah, c'est les hommes qui les font, tout ce qui est pompier, etc. Donc en fait, quand on est gamin et qu'on veut devenir un homme, on va forcément prendre ces exemples-là et se les approprier parce que on a besoin de guides, en fait. Et donc, ce qui nous façonne, c'est ces influences extérieures, et donc on va se positionner en tant qu'enfant sur une dynamique masculine en devenant un homme. Donc ça, c'est pour le côté des hommes. Donc ça veut dire que quand on se développe en tant qu'homme, pour moi, on a tendance à ne pas vouloir trop montrer ses émotions parce que ça nous fait apparaître comme faible. On nous le dit même, un petit garçon, ça pleure pas. Ah, t'es un mec, allez, relève-toi, voilà. Tout le temps faire preuve de force, de détermination, de peu d'hésitation. Donc c'est ça qu'on va poursuivre et en fait on va du coup par opposition en tant qu'homme masquer tous ces traits-là
et essayer de les pousser le plus vers le bas pour ne pas les faire apparaître, pour ne pas faire preuve de faiblesse, justement. Et malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ces traits-là. Notre sensibilité, la peur qu'on a, les émotions qu'on a, notre part de féminité, tout ça, c'est des choses qui existent et que même si on les pousse et qu'on les écrase, elles seront toujours là. Même si on ne les cultive pas, elles seront toujours là. Mais on ne nous pousse pas ni à les comprendre ni à les exploiter, on nous pousse à les ignorer. Donc on garde ça en tête. L'homme, il grandit avec ces espèces de caricatures de ce qu'il doit devenir, et pour pouvoir adhérer à ça, il cache ce qui ne colle pas à ces images-là. Donc toute la part un peu féminine, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je comprends du côté de la femme, qu'est-ce que la société pousse en premier comme valeur chez la femme? Pour moi, c'est toujours l'apparence physique, j'ai l'impression. Très jeunes, les gamines, elles sont exposées à toutes ces femmes qu'on voit dans les pubs, dans les clips, à moitié à poil, ultra sexualisées, dont la valeur première est systématiquement toujours que la séduction. C'est extrêmement rare qu'il y ait des influences sur les enfants au niveau de la femme qui soient portées vers l'intelligence, vers le développement de sa personnalité, le business, ces trucs-là. C'est tout le temps la femme, que Barbie, elle est jolie. Et donc, on va planter dans les graines des petites filles que leur valeur numéro 1 sur cette planète, c'est d'être jolie, c'est d'être attirante, c'est d'être mignonne. Et forcément, exactement comme les hommes, bah, du coup, elles vont adhérer à cette espèce de dynamique et essayer de devenir la fille mignonne, la fille jolie, et attacher énormément de valeur à leur propre apparence physique, comme vecteur de valeur réelle dans la vie. Et de toute façon, ça va se vérifier parce que c'est en grandissant, c'est un phénomène qu'on voit partout. Plus la fille développe des formes, plus elle grandit, plus elle a du coup l'approbation des hommes. Et du coup, ça vient confirmer que sa valeur la plus importante, c'est la beauté. C'est quelque chose qui va du coup probablement biaiser son comportement parce qu'elle se rend compte qu'en jouant de sa beauté, elle peut obtenir des choses qui ne demandent pas de démonstration d'intelligence ou de choses comme ça. Même si la fille est extrêmement intelligente, même si elle aspire à des choses qui sont différentes de sa beauté, ce qu'on lui apprend de manière passive et inconsciente, c'est que sa beauté est le vecteur numéro 1. Qu'est-ce que ça va amener, ça, chez une petite fille au niveau de son ego? Un profond besoin de plaire. Puisque on dit que sa valeur, c'est de plaire aux gens, si elle ne plaît pas, elle va par opposition commencer à penser qu'elle n'a pas de valeur. Donc, le besoin de plaire chez une femme, c'est son câblage sociétal de valeur, en fait. Ça veut dire que si une fille ne plaît pas, elle peut directement le prendre comme une estime de sa personne qui est basse. Et ça peut être terrible, parce que ça va du coup encore plus lui faire prendre des décisions par ego qui ne sont reliées que à sa valeur perçue de son point de vue, donc sa beauté. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on essaie de commencer à se rencontrer entre hommes et femmes et qu'on ne s'aperçoit pas de ces mécanismes-là? Là, pour moi, on est dans le terrain de la spéculation. Ce que je vais vous raconter, c'est des choses que je pense être vraies, que j'ai vécues en partie, qui sont vérifiées, qui sont probablement pas vraies pour tout le monde, et même dans certains cas, je pense que les gens sont très bien justement dans ces rôles très classiques de la fille, elle est là pour être jolie, le mec, il est là pour être fort, et ça leur va très bien, ils ne demandent pas plus de ces rôles-là, et très bien pour eux. Mais donc, voilà ce qui va se passer quand on va commencer à se rencontrer, et quand on va passer dans la phase d'approche et de séduction, etc. Pour le côté homme, l'homme va du coup se rapprocher de femmes qui brossent son ego dans la bonne direction. Donc si le mec il fait énormément d'efforts pour être viril, pour être masculin, pour être musclé, pour avoir du fric, il va naturellement se diriger vers des femmes qui perçoivent ces valeurs-là comme les valeurs importantes. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher des nanas qui veulent de lui qu'il soit féminin, en phase avec ses émotions, puisque ça, c'est ce qui est considéré comme une faiblesse. Et lui, il n'a pas envie d'apparaître faible, l'homme. Il veut séduire selon ses forces. Et ses forces, pour lui, c'est d'être fort, à l'argent, à la virilité, etc. Donc il va aller vers des femmes qui valident ça. Jusque-là, tout va bien, puisque le mec, du coup, se sent validé, se sent mis en valeur par cette femme qui le choisit pour les attraits pour lesquels il a extrêmement travaillé. Donc en fait, c'est une forme de validation, c'est super. Mais voilà ce qui se passe quand, plus tard dans la relation, l'homme a un coup dur. Et pour X raisons, l'une de ces valeurs-là ne peut pas être maintenue. Imaginons qu'il perd son travail. Imaginons qu'il a un problème de santé. Et que du coup, ses muscles disparaissent. Imaginons qu'il fasse une dépression, qu'il vive un événement traumatique. Simplement la vie, en fait. Qu'il vive sa vie et qu'au milieu de sa vie, tout n'aille pas forcément toujours tout droit.
Et donc, il commence à montrer et à faire surface, enfin, font surface en lui des émotions qu'il ne connaît pas forcément, et qu'il avait complètement poussé vers le bas parce qu'il pensait que c'était pas ça sa vraie valeur. Donc, sa part de féminité, la tristesse peut-être, la sensibilité, l'empathie. Le problème quand ces émotions-là vont faire surface, c'est que ça va faire de lui quelqu'un de complètement différent. Et surtout, lui ne va pas se reconnaître, et la personne avec qui il est ne va pas le reconnaître du tout non plus. Un homme qui n'a jamais pleuré, qui a toujours fait preuve de froideur, qui se met à pleurer de manière chronique, ça peut être terrifiant pour une femme qui ne le connaît pas. Il dit, mais c'est qui ce gars, quoi? Moi, j'ai marié un mec qui est fort, qui est indépendant, pas une gonzesse qui pleure, quoi. Et en fait, ça peut créer une scission dans le couple, ça peut créer une désillusion, en fait. Le mec a toujours été comme ça, en surface. Sauf qu'il y a un moment où il n'a pas pu garder ses émotions cachées sous la surface, et elles ont fini par faire surface, parce que un jour ou l'autre, de toute façon, on finit par ne plus pouvoir tenir la cage. Et ce qui peut se passer là, c'est que lui n'arrive pas à se gérer, elle n'arrive pas à comprendre qui il est, et ça l'amène à une rupture. Parce qu'il y a une incompréhension de la part des deux côtés. C'est pas le désir de mal faire, même en voulant bien faire, c'est qu'on n'arrive plus à communiquer parce qu'on se comprend pas. Lui ne se comprend pas lui-même, elle ne le comprend pas, et du coup, la relation ne fonctionne pas. Ça, c'est pour le côté du mec. Pour le côté de la femme, c'est la même chose en miroir, sauf qu'en réalité, c'est un peu plus simple, même je dirais. Le jeu de validation de l'ego, toujours. Hein. La femme, qui est persuadée que sa valeur première, c'est sa beauté, donc va aller dans le sens des hommes qui vont valider sa beauté. Parce qu'elle a besoin d'entendre qu'elle est belle, elle a besoin d'être mise sur un piédestal. Elle a besoin d'être rappelée à quel point elle séduit, et c'est pour ça qu'elle se sent utile, c'est pour ça qu'elle se sent bien, en fait. Donc la femme va aller vers, la femme qui a ses traits de caractère, évidemment, va aller vers des hommes qui valident ce côté-là, qui sont prêts à lécher la vitrine pour pouvoir lui parler, qui sont constamment dans l'adoration de son apparence physique et qui ne vont pas forcément attacher beaucoup de profondeur et beaucoup d'importance à ce qu'il y a dessous. Ben, peut-être elle, sa sensibilité, son ambition, euh, sa passion pour les sports de combat, j'en sais rien en fait. Tout ce qui n'a aucun rapport avec sa beauté. Et donc, par ego et par besoin de rassurer cette insécurité qu'elle ne plaît pas, elle va aller vers des hommes à qui elle plaît. Ça va amener le même problème au bout d'un moment de la relation, si jamais pour X raison, la femme ne peut plus être cet objet beau et de contemplation qu'elle était à la base. Pourquoi? Parce que selon l'analyse sociétale de comment ça évolue une femme, le pic de la beauté de la femme, il apparaît entre les 22 et 25 ans, et à partir de là, ensuite, ça commence à décrépir. C'est-à-dire que la femme commence à avoir des rides, ses formes commencent à disparaître, sauf si elle se maintient, mais bon, en fait, il y a cette espèce de descente, là, voilà. Ça, c'est la perception sociétale du truc. Et donc, à partir de... C'est pour ça que les acteurs et les gens puissants, ils se tapent que des nanas de 23 ans. Hein. Enfin, il faut arrêter de chercher plus loin. C'est parce qu'elles sont encore bonnes, entre guillemets. Je suis désolé, c'est des mots crus. Moi, c'est pas ce que je pense, évidemment. Moi, je vois pas les choses comme ça. Mais c'est la réalité du terrain, entre guillemets. Et, et donc, pour les hommes, en revanche, le côté miroir des hommes, c'est leur valeur augmente avec le temps, parce que c'est pas strictement leur apparence physique qui va être le plus important, c'est le fric qu'ils gagnent, leur statut, etc. Donc en fait, l'homme, plus il avance généralement dans la vie, plus il a du statut, plus il a de fric, donc forcément il a un peu plus de valeur. La femme, par contre, vu que son seul objet, c'est la beauté, si la beauté finit par descendre, ben, sa valeur baisse aussi. Donc il va arriver un moment dans la relation où peut-être que l'homme qui était là juste pour pouvoir l'adorer, qu'il la trouve juste belle, qu'il la désire seulement sexuellement et le reste il s'en fout, ben, quand sa femme, elle n'a plus cet attrait-là, elle n'est plus attirée, elle est plus attirante, pardon, à ses yeux, eh ben, il va commencer à se décrocher. Ouais, ben, elle me plaît plus, ma femme. Elle a pris du poids, j'arrive plus à la désirer. Oui, parce que tu n'as construit absolument rien de profond avec elle. Tu l'as choisie parce qu'elle était belle. Et c'est là, en fait, que la construction des relations qui sont basées sur l'ego n'ont absolument aucun sens, parce qu'elles sont basées sur la projection de qui on voudrait être, mais pas la projection de qui on est. Et oui, tu ne maries pas la personne avec qui tu as... tu ne maries pas la personne qui a toutes ces complexités, cette sensibilité, cette profondeur d'âme. Tu maries ce que la personne a voulu transparaître sur une vitrine pour pouvoir plaire et être acceptée. Ça n'a rien à voir. Comment je m'en suis rendu compte? Moi, parce que toute ma vie, j'ai été dans le moule sociétal de travailler, etc. Et j'en avais juste mais rien à foutre de ce que je vous raconte là maintenant. Et quand j'ai commencé à aller sur les réseaux et à développer mon business et en fait à avoir plus de liberté de choisir qui je suis, j'ai à fond la caisse choisi des choses qui ont brossé mon ego. La musculation, plus de fric, plus d'abonnés, que des trucs qui t'apportent des réassurances superficielles de oui, tu as de la valeur, t'en fais pas, mais qui ne développent absolument pas
la profondeur d'âme, la capacité de communication, l'échange avec l'autre sexe, tout ça, c'est pas les trucs que j'ai développé. Donc en fait, j'ai développé tout ce qui brossait mon ego et j'ai encore plus poussé tout ce qui faisait de moi quelqu'un de plus complexe et plus sensible. Et ben, la résultante de ça, c'est que personne en réalité ne me connaît. Personne ne sait qui je suis au-delà de la putain d'image que j'ai mise sur les réseaux. Et c'est très isolant. Enfin, quand tu te rends compte de cette réalité-là, tu te rends compte que personne ne te connaît, tu es tout seul, et il n'y a personne pour juste te regarder dans les yeux et te dire la façon dont tu es là, sensible, vulnérable, blessé, c'est toi, c'est ça que j'aime, tu vois. Parce que tu ne le montres pas. Tu n'as pas donné l'occasion à qui que ce soit de voir cette facette-là de toi. C'est terrible, hein. Tu te rends compte que ce que tu as le plus besoin, c'est d'être accepté dans ton entier, mais que tu n'as donné à personne l'occasion de le faire. C'est ça que ça fait de vivre que pour son ego. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu homme-femme et comment ça se construit petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, j'ai envie de parler sur comment on peut se sortir de ça. Alors, la façon dont moi je vois les choses, c'est qu'il faut se détacher de son ego. Je pense que se détacher de son ego, c'est-à-dire faire une scission totale entre les insécurités qu'on a et ce qu'on veut, c'est vraiment important. Parce que si on fait de la demi-mesure, on a toujours cette tendance à vouloir quand même de nouveau à réagir par ego. Et nos décisions ne seront donc pas des décisions alignées. Je vous donne un exemple très concret. Tous les jours, il y a des gens qui m'écrivent sur les réseaux, beaucoup. Des DM, j'en reçois 10, 100. Si une vidéo est virale, ça peut être 500 dans une même journée. Sur ces DM-là, il y a toujours des choses qui vont être de l'ordre du compliment, sur mon physique, sur mon apparence, sur les choses que je raconte, etc. Et ça, c'est des choses qui viennent brosser mon ego. Mais en réalité, ce ne sont pas des choses qui ont le moindre rapport avec le mec que je suis profondément. Parce que je ne suis pas seulement le mec qui apparaît sur des vidéos. Je suis bien plus complexe, bien plus blessé, bien plus profond que ça. Et je vois à quel point ces choses-là, ces compliments que je reçois, me font du bien à l'ego. Parce que je me dis, ouais, je suis beau, je plais. Mais j'essaie de me rappeler ce que ça m'a amené, en fait, de suivre ce chemin. Et la réponse, c'est que dalle. Ça m'a amené la solitude, ça m'a amené la création de cette espèce de coquille de protection, mais qui fait que je ne laissais personne rentrer proche de moi. Ça m'a amené l'incapacité, justement, à accepter les parties de moi qui étaient les plus dégueulasses et que, du coup, j'ai mis de côté. Donc, en fait, de suivre sans cesse cette route de oui, brosse mon ego, c'est là que je veux aller, ça t'empêche d'être qui tu es, simplement. Et quand tu te rends compte de ça et que tu as besoin d'être qui tu es et qu'il n'y a personne pour être là avec toi, c'est terrible. Enfin, c'est une sensation, je trouve, assez terrible. Donc, quand je reçois ces compliments-là, à la fois, j'ai une espèce de boost d'ego, ça fait du bien, j'aime bien, et à la fois, ça me dégoûte. Ça me dégoûte profondément parce que je me dis, putain, j'ai pas envie d'aimer ces compliments-là. J'ai pas envie d'être ce mec-là superficiel qui se suffit de ces choses-là. Et c'est pour ça que se détacher de l'ego, pour moi, c'est ultra important. Ça permet de se détacher de ses insécurités. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plaire à tout le monde? La réponse, c'est non, en fait. Est-ce que j'ai besoin de gagner de l'argent plus qu'un autre? La réponse, c'est non. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de muscles qu'un autre? La réponse est toujours non. Est-ce qu'il y a un besoin, en fait, de vouloir rassurer par l'extrême ses insécurités? La réponse est toujours non. Le seul besoin qu'il y a, c'est d'exister, d'être en phase avec soi-même, et c'est tout. Et normalement, quand tu arrives à ça, t'es heureux. Mais on n'arrive pas à ça. On veut toujours être rassuré. On a peur de ne pas plaire, on a peur de ne pas être assez, on a peur de... C'est des trucs qui remontent à l'enfance, bien entendu. Hein. C'est nos peurs les plus profondes. C'est sociétalement on nous façonne, enfin la société nous façonne avec les archétypes dont je vous ai parlé. Mais il y a bien d'autres choses aussi. La parentalité, le rapport qu'on a avec les gamins, d'autres gamins à l'école, les influences qu'on a, la famille, tout est un conglomérat d'influences qui font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui, avec les insécurités qu'on a. Moi, ça m'a pris à peu près 30 piges pour me rendre compte que tout ce que je faisais dans ma cellule de couple, de rencontre, etc., c'est systématiquement des choses qui vont viser à me rassurer intérieurement. En fait. C'est même pas ce que je veux vraiment, c'est ce qui me rassure. Parce que câblé comme ça depuis la naissance, en fait. Enfin, depuis la naissance, depuis l'enfance. Et c'est quand tu commences à te détacher de ces trucs-là, tu t'aperçois que tes besoins profonds, les vrais besoins profonds que tu as, ils ont rien à voir avec ton ego. L'exemple, moi, que j'ai, c'est ok, maintenant que j'ai plein de gens qui me suivent, qui m'écoutent, qui m'applaudissent quand je dis quelque chose, est-ce que je suis heureux? La réponse, c'est non, en fait. J'ai tout ça, j'ai le fric, j'ai plus de muscles, j'ai plein de gens qui m'applaudissent et je suis pas heureux, c'est bizarre. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir quelqu'un de proche de soi qui te regarde dans les yeux et qui te dit je t'accepte tel que tu es et je t'aime pour ce que tu es. C'est ça que tu as envie d'avoir quand tu es un humain, en fait. Parce que tu peux avoir 1 million de connards qui t'applaudissent sur Internet, tu es quand même tout seul quand tu te couches le soir. Hein, et quand tu vas mourir, parce qu'un jour tu vas mourir. Alors je suis désolé, on balance des vérités sur ce podcast s'il faut, vous ne savez pas. Quand vous allez mourir, la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de te rappeler qu'on t'a
applaudi comme ça, plein d'inconnus t'ont applaudi, ou que tu as partagé tes instants avec quelqu'un qui compte vraiment, tu vois. Je dis pas que vous comptez pas les gens sur Internet, mais objectivement, non, vous ne comptez pas. Vous êtes des gens qui écoutent, qui consomment des réseaux. Les gens qui comptent, ça devrait être les gens les plus proches de vous. Voilà. C'est paradoxal que je dis ça parce que, évidemment, que vous comptez même trop, puisque je suis encore en train d'interagir avec les réseaux avec autant de véhémence. Donc, c'est que la partie de moi qui en a besoin ne s'est toujours pas calmée. Bon, évidemment, il faut bien que je gagne ma vie aussi, c'est mon boulot, hein, mais il y a une raison pour laquelle j'y reviens encore. Pour revenir à l'ego, parce que là, on s'est un peu détaché, enfin, c'est un peu. Vous m'avez fait prendre une tangente, vous me faites chier. C'est que je pense que la première étape, c'est de se détacher complètement de son ego, juste pour voir en fait qu'il est là et qu'en fait, pas qu'il sert à rien, mais qu'il peut t'amener à faire des choses qui ne sont pas ce que tu veux vraiment. Donc, c'est en détacher complètement. Et ensuite, une fois que c'est fait, parce qu'une fois que tu vas d'un extrême à l'autre, peut-être de s'en rapprocher de nouveau pour se rendre compte que c'est pas strictement négatif d'avoir l'ego. Parce que c'est aussi ce qui peut t'amener à être fier, à prendre des risques, à avoir de l'ambition, voilà, à avancer quand même par ego, par compétitivité. Ça peut te faire faire des grandes choses, des bonnes choses. Donc je pense qu'il faut aller sur cet extrême de s'en détacher. Alors c'est un peu, je pense, que ce qui s'apparente à une mort de l'ego, ou the ego death, comme on dit en anglais, qui d'ailleurs, je pense, dans la psychologie, etc., c'est plutôt étudié comme un cap qu'on passe quand on a vécu un événement tellement traumatique qu'on ne s'attache plus aux croyances superficielles qu'on avait et on se détache de ce qu'on pense en surface. Donc ça, c'est un peu ça le détachement de l'ego. Je pense qu'il y a des parents justement qui ont une sorte de mort de l'ego à la naissance de leurs enfants parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas le centre du monde et leurs enfants deviennent le centre du monde et du coup, leur ego passe en second. Des moments comme ça, en fait, qui peuvent... voilà. Mais je pense quand même, effectivement, je pense qu'il faut un événement traumatique, il faut un truc qui se passe mal et qui fasse mal, il faut que ça se casse, il faut qu'il y ait une partie de nous qui se brise pour laisser place en fait à la partie de nous qui avait besoin de sortir. Voilà. Et donc à mon avis, ça, t'as pas une mort de l'ego quand tout va bien, que tout roule et que tu réfléchis pas quoi. À mon avis, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je pense qu'il faut aller euh, consciemment pour ceux qui voudraient se détacher un peu et vivre plus alignés avec eux-mêmes. Je pense qu'il faut se détacher consciemment de nos insécurités. Les regarder en face déjà, accepter pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on fait pas certaines autres choses. Simplement, dans toutes les actions, hein, quand on poste une photo sur Instagram, par exemple, je la poste pourquoi la photo? Pour qu'il y ait des inconnus qui la voient, parce qu'ils veulent que je vois que je suis en vacances, parce qu'ils veulent que je vois que j'ai de l'argent et c'est pour ça que je suis en vacances, parce qu'ils veulent que je vois que j'ai de l'argent, que je suis en vacances et qu'en plus je suis torse nu parce que du coup je m'entraîne et du coup que je plais, etc. En fait, il y a toujours un cheminement hein, sur pourquoi on fait une action. Et ça peut être intéressant de se demander pourquoi on fait les actions qu'on fait. Pourquoi on a besoin que des inconnus voient des actions? Est-ce que leur validation a de l'importance? Et vous verrez que pour beaucoup, beaucoup de gens, la réponse c'est oui. Il y a toujours un besoin derrière de reconnaissance et de validation. En fait, se rendre compte de ce cheminement-là, c'est la première étape, je pense, pour l'affranchissement de ses propres insécurités et peurs intérieures. Je pense qu'il y a énormément de gens qui n'arriveront jamais dans leur vie à même à aller à la surface de cette réflexion-là, parce que leurs insécurités sont tellement profondes, ancrées et fondatrices de qui ils sont, qu'il faudrait complètement détruire leur personnalité pour pouvoir arriver à repartir à zéro. Et c'est tellement terrifiant que le déni, à mon avis, est une route beaucoup plus viable pour beaucoup de gens. J'en suis intimement persuadé parce que, en tant que coach, par exemple, des fois j'ai des discussions avec des gens, avec des clients, qui, sur des dynamiques, en fait, sur des sujets qui sont, on va dire, moins importants, ont des mécanismes de déni automatiques sur des choses qui ne sont pas forcément graves. Et je me dis, si le déni, il opère comme ça sur des choses superficielles, imagine ce qu'il peut faire à grande échelle. Et à mon avis, il y a énormément de gens qui se voilent la face sur qui ils sont, etc., par déni. Mais parce que ça fait beaucoup moins mal d'être dans le déni et de ne pas regarder la réalité en face. Par contre, quand tu commences à vivre désaligné et que ça te fait souffrir, la réalité, tu es obligé de la regarder. Parce que si tu ressens tout le temps du mal-être de ne pas être aligné, il faut bien faire quelque chose, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la partie comment on peut s'accepter. Un dernier point que je voudrais aborder sur ce podcast, qui n'était pas très vulgaire d'ailleurs, il était plutôt sincère celui-là, c'est la dépression. Je suis intimement persuadé, en mettant de côté tout l'aspect chimique, génétique, héréditaire de certains aspects de notre cerveau qui pourraient nous faciliter la dépression, qui pourraient induire une dépression voilà, qui n'a aucun rapport avec du contextuel. Je pense très sincèrement que la dépression, elle peut venir de désalignement. Donc ça peut être l'ego, ça peut être la vie qu'on a choisie parce qu'on voulait justement soigner des insécurités. Je m'explique. Moi, la première partie de ma vie professionnelle,
ça a été dans l'aéronautique. Où je ferai peut-être un podcast où je raconterai un peu l'entièreté du truc, parce que j'ai même écrit une biographie que j'ai jamais sortie. Ouais, c'est moi-je ici, hein, que de l'ego en fait. La première partie de ma vie professionnelle, ça a été beaucoup dans l'aéronautique, parce que je pourchassais le statut. Déjà, j'ai essayé de m'intégrer, moi, en tant que mec, dans la société d'aujourd'hui. Je me disais, je me rappelle avoir pensé, c'est quoi un adulte fonctionnel, et m'être répondu à moi-même, c'est un mec qui va au boulot tous les matins, qui s'entraîne un peu, qui se bourre la gueule le week-end. C'est ça l'adulte fonctionnel, tu vois. En fait, j'ai toujours été extrêmement malheureux dans cette peau-là, mais dans un déni suffisamment grand pour que je puisse quand même le mener de front pendant des années. Donc j'ai mené ça de front pendant des années, hein, de bosser normalement la semaine, de me mettre une cartouche le week-end et de répéter ce processus-là sans savoir pourquoi. Bizarrement, j'ai tout le temps la boule au ventre, tout le temps en fait. Ben, la réponse c'était que j'étais désaligné, quoi. J'étais pas dans la vie que je voulais. J'étais pas le mec que je voulais être en fait. Et c'est par ego du coup que j'ai continué à pourchasser le statut. Donc je suis passé de constructeur aéronautique dans la petite ville de Auch à inspecteur qualité aéronautique à Toulouse. Donc je me suis rapproché d'Airbus. D'abord j'étais chez un sous-traitant, puis après j'ai commencé à pourchasser le statut chez Airbus. Et ce n'est que dans un tourbillon en fait de mal-être sur lequel j'étais pratiquement suicidaire. Non pas parce que je voulais mourir, j'adore la vie, mais c'est surtout que j'en avais assez de cette vie-là. J'avais envie de vivre une vie qui m'appartienne vraiment. C'est à ce point-là que je me sentais malheureux. Je me disais, je ne peux pas vivre comme ça. À l'époque, je me disais, je ne passerai pas les 30 ans. C'est pas possible que je tienne ce rythme-là, cette fausseté, cette hypocrisie-là de faire genre que je vais bien alors que je vais pas bien, au-delà de mes 30 ans. J'avais 27 ans à l'époque. Et effectivement, bah, j'ai pas tenu. J'ai changé ça avant. À 28 ans, quand j'ai enfin eu l'offre de poste en CDI d'inspecteur qualité chez Airbus, la planque, le truc, que c'est bon, j'étais parti pour les 40 prochaines années, c'est là que je me suis dit, si je dis oui à ce poste, je me tire une balle dans les 2 ans. Donc j'ai dit non, et je suis parti. Et c'est la première fois que je n'ai pas fait une décision, je pense, par ego. Parce que par ego, j'aurais dit oui, plus de fric, plus de statut, c'est oui. Tu réfléchis pas, tu prends. Et en fait, j'ai dit non. Et du coup, je me suis retrouvé à l'inverse de tout ce qu'on m'a toujours appris. Au chômage, sans projet, avec plus aucune reconnaissance. Tout ce que j'avais construit au niveau professionnel, ça avait servi à rien. Et j'allais repartir à zéro, quoi. Le truc, en fait, t'as l'impression d'être une grosse merde quand ça se passe. Mais pour la première fois, j'étais une grosse merde et j'étais libre. Et j'étais heureux. Mais mon ego en avait pris un coup. Ah, ben, c'était probablement la première étape vers le détachement de mon ego. Malheureusement et heureusement, ce qui a été la suite des événements, c'est que j'ai construit ensuite tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à poster sur les réseaux, j'ai parlé de ma dépression, j'ai fait de la musculation, j'ai eu des abonnés, ça m'a brossé pardon, mon ego. C'est ce qui fait que du coup, j'ai posté plus. Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai encore quand même pourchassé des choses par ego par la suite. Et c'est ce qui fait que j'ai eu ce train de vie super. C'est pour ça qu'aussi l'ego, ça peut faire des choses bien. Si ça te pousse à faire des choses bien, en fait, il y a une résultante positive. Mais ultimement, j'étais pas encore détaché de mon ego à cette époque-là. J'avais pas vécu un truc assez traumatique, en fait, pour pouvoir me détacher de mon ego. Mais ça m'a amené là aujourd'hui. Et la première décision de ma vie qui a tout changé, qui m'a fait du bien, c'est une décision où, justement, c'est pas mon ego qui a répondu. C'est mon besoin profond à moi. Donc, si vous êtes dans des phases où vous vous remettez en question sur qui vous êtes, sur qui vous avez en face, demandez-vous peut-être comment vous vous êtes retrouvé là. Quelles de vos décisions vous ont amené dans la situation où vous êtes aujourd'hui? Et est-ce que ces décisions sont réellement les vôtres ou sont simplement des décisions que vous avez faites parce que vous vouliez vous rassurer et vous n'aviez pas confiance en vous et vous vouliez répondre justement plus à votre ego qu'à votre envie réelle? Quelle serait votre vie si aujourd'hui vous n'aviez personne pour vous regarder, pas besoin de reconnaissance, absolument aucune attente du monde extérieur? Si vous pouviez être qui vous voulez à 100%, qu'est-ce que vous seriez? La réponse que vous donnez là devrait être la direction que vous prenez dans votre vie. Pas l'ego, pas les autres, pas ce que la société vous dit, ce que vous voulez être au fond. Voilà, c'était le podcast Vulgaire et Sincère épisode 3. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain traitera aucune idée, on verra. Et n'oubliez pas, ne m'envoyez pas un petit DM pour me dire ce que vous avez pensé du podcast parce que je vais sûrement pas le lire. Et si je le lis, je vais sûrement pas répondre. Dites-moi ce que vous avez pensé là-dessous, en commentaire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bisous. Partout. Fesses, cul, poil.